Pour être plus précis sur la différence entre le tekfir et le djihadisme, le tekfirisme, il sollicite la force intellectuelle et le djihadisme, il sollicite la force émotionnelle. Les tekfiristes seront plutôt des intellectuels et les djihadistes seront plutôt des gens qui sont dans l'émotionnel. Ainsi, la différence entre le tekfirisme et le djihadisme, c'est que le tekfirisme, il boycotte la société. C'est un phénomène tout à fait anthropologique. C'est pas propre à l'islam et aux musulmans. Simplement là, on étudie le cas des musulmans. Donc les tekfiris, ils auront tendance à boycotter la société, à se marginaliser. Dans le mode de pensée, en fait, ça va se traduire dans un certain nombre de choses, mais on va dire que globalement, ils vont boycotter la société. Et les djihadistes, eux, ils vont s'insurger contre la société, c'est-à-dire physiquement. Et d'ailleurs, même si l'un est la conséquence de l'autre, étant donné que l'homme il est pourvu de deux forces, intellectuelle et émotionnelle, il est sûr que la force émotionnelle, elle est le résultat de la force intellectuelle. Et il y aura une interaction entre la force émotionnelle et intellectuelle. Mais si on veut faire une séparation purement virtuelle entre ces deux catégories d'individus, c'est que la première catégorie, elle aura tendance à boycotter la société, à s'isoler, se marginaliser, et la seconde, même si elle se marginalise, elle aura tendance à s'insurger contre la société. Voici pour la différence. Et d'ailleurs, il faut savoir que ce phénomène, alors il est à la fois, on va dire, c'est un phénomène anthropologique, mais il est à la fois temporel et physiologique. C'est-à-dire que physiologique, c'est en fonction des types d'individus. Les types qui sollicitent leur force intellectuelle seront plutôt tekfiri et les individus qui sollicitent leur force émotionnelle seront plutôt djihadistes. Ça, c'est une première catégorisation. La seconde, c'est dans le temps. C'est exactement la phase par laquelle passe un mouvement. Il y a la genèse, la croissance. Donc la genèse, c'est grossièrement la période mécoise. Et ensuite, l'expansion, l'émancipation, la croissance, l'épanouissement, c'est la période médinoise. Et chaque mouvement, par un processus qui est tout à fait naturel, pour ce qui est de chez les musulmans, ils vont chercher à s'identifier à ces deux phases, à tort ou à raison. Mais le fait est qu'un mouvement en état de faiblesse, il naturellement, il va s'orienter par, on va dire, les directives, les prérogatives ou les directives ou les prescriptions de la période mécoise. Et une fois que ce mouvement sera en expansion, il sera naturellement orienté vers les prérogatives ou les directives ou les prescriptions de la période médinoise. D'ailleurs, on retrouve cette classification chez les théoriciens des frères musulmans. J'ai trouvé un frériste, quelqu'un comme Ali Ashmawi, distinguait entre deux périodes ou deux étapes dans l'évolution des frères musulmans. La première, ils appelaient ça al-infisal al-shu'uri, qu'il s'agissait de se distinguer de la société par les sentiments, tout en gardant une certaine apparence, une certaine civilité, une certaine solidarité avec les autres, un certain, on va dire, savoir-vivre avec les autres. Et ensuite, une fois qu'on est... donc c'est une période politique, hein. D'ailleurs, c'est l'une des options qu'ont choisi les frères musulmans. Il y a l'option politique. Ensuite, il y a l'infisar, el-sarih, qui est la séparation nette, et distincte et radicale avec la société. Et qui est, bien sûr, la radicalisation par les armes. Les deux options sont prévues par les frères musulmans. On va dire que Hassan Benna, il incarnait plutôt la première, cette photo, il incarnait plutôt la seconde. Et je me rappelle qu'un cheikh qui connaissait très bien le mouvement des frères musulmans, qui s'appelle Cheikh Falah al-Harbi, il nous disait que c'est un phénomène qui est purement anthropologique, qui n'est pas propre aux frères musulmans. Donc les frères musulmans, en état de faiblesse, il nous disait ils sont à 110, et en état de force, ils sont à 220. Donc c'est ce qui explique les éventuelles évolutions, les éventuelles différences de réaction.
Il est possible qu'un même mouvement, à une période différente, il ait deux réactions différentes, et on associe cela à deux mouvements alors que c'est un seul et même mouvement, ou c'est l'évolution ou l'avatar du même mouvement. On le voit avec les Hijra Tekfir, qui lorsqu'ils ont été emprisonnés dans les geôles nassériennes, ils ont radicalisé leur discours au début des années 70. Et en gros, le mouvement il s'est scindé en trois grandes tendances. Donc il y a eu, on va dire, une tendance aseptisée qui prenait la politique, une tendance armée, c'est le djihadisme, et la tendance tekfiri, c'est le tekfir intellectuel, la troisième tendance dont on parlait. Wallahu ta'ala alam. Je vais donner un exemple historique chez des non-musulmans, en sachant qu'il est possible que je m'aventure un petit peu. C'est celui de l'intellectuel qui s'insurge intellectuellement contre la société, dans la personne de Jean-Jacques Rousseau, et ensuite des émotionnels qui mettent en application ces enseignements et qui sont les jacobins, en sachant qu'il n'y a aucune connexion directe entre Rousseau et les jacobins, bien que les jacobins se revendiquent de Rousseau. On pourrait faire un parallèle, toute proportion gardée, entre les tekfiris et Ibn Taymiyyah, les tekfiris qui se revendiquent d'Ibn Taymiyyah par leur force émotionnelle, et Ibn Taymiyyah, il incarnerait lui la force intellectuelle, donc à l'étape de théorisation, mais en réalité, Ibn Taymiyyah n'est pas comparable à Rousseau, étant donné que Rousseau, c'est un pur intellectuel, Ibn Taymiyyah, lui, c'est un réformateur. Rousseau, il est dans la théorisation, il est dans le monde virtuel. Il est même possible que ses idées sont l'expression de cet art émotionnel et comportemental, psychologique. Parce que Ibn Taymiyyah, lui, il est modéré au niveau de sa force intellectuelle et il est modéré au niveau de ses émotions. Donc c'est le réformateur universaliste à l'état pur. Ses idées ne font l'objet d'aucune tare, que ce soit une tare purement virtuelle, c'est-à-dire que c'est une représentation mentale du monde qui sera en déconnexion avec la réalité, ou une tare émotionnelle qui est qu'on déverse, qu'on projette ses propres frustrations sur notre vision du monde. Donc on a des exemples historiques, avec Freud notamment, mais Rousseau en est un aussi. Derrière ses apparences de grand intellectuel, c'est quelqu'un qui déverse ses frustrations sur la société dans laquelle il vit, et ces frustrations, elles ont été adoptées par nombre de mouvements modernes qui sont purement matérialistes, qui ont donc échoué. Et en cela, il est indécent de comparer Ibn Taymiyyah à Rousseau, parce qu'Ibn Taymiyyah, lui, c'est le summum de l'optimisation de la force intellectuelle, de la force émotionnelle, parce que Rousseau, lui, on va dire qu'il a éventuellement optimisé sa force intellectuelle, mais au service de la rationalisation, la matérialisation de la vie en société. Donc ici, il y a une double tare. Sa première tare, c'est d'optimiser sa force intellectuelle aux dépens de sa force émotionnelle, donc ce qui fait qu'il aura une vision purement virtuelle du monde. Et sa deuxième tare, c'est de rationaliser la spiritualité, et en cela, son approche elle est doublement biaisée. Et on le voit dans les mouvements modernes qui ont suivi sa voie et qui ont fini dans une voie de garage. Voilà. Donc si on fait ce parallèle entre Rousseau et Ibn Taymiyyah, c'est uniquement pour rapprocher la chose à l'entendement. Sinon, bien sûr, l'analogie elle est mauvaise pour les raisons que nous venons d'expliquer. Je l'ai déjà expliqué par le passé, là je vais simplement faire un résumé, une synthèse. On est passé dans l'islam politique d'un mouvement non légaliste qui est issu de l'islam traditionnel maghrébin, égyptien, ou en tout cas du pourtour méditerranéen, qui est issu, qui a trois grands hypostases, entre guillemets, que sont le malikisme, éventuellement le chaféisme pour la Syrie, et le hanafisme aussi. Donc que sont pour les maghrébins le malikisme, le soufisme et l'ash'arisme. Bien sûr, du côté de l'islam politique en Asie, que sont le Pakistan, l'Inde et autres, avec pour théoricien El Maudoudi
Eux, leur axe était plutôt maturidite, soufi, hanafite. Donc on est passé de cet islam traditionnel, non orthodoxe, non légaliste, qui est un avatar de l'islam traditionnel, non orthodoxe et légaliste, à la fin des années 70, pour les raisons que j'ai expliquées, vers un islam traditionnel, orthodoxe, c'est-à-dire conservateur, non légaliste, qui est un avatar de l'islam traditionnel, conservateur, légaliste et qui a évolué en Arabie Saoudite et qui sont représentés grossièrement par le hanbalisme. Alors, on va réitérer la chose en disant que nous sommes passés des mouvements des frères musulmans qui sont issus de l'islam traditionnel légaliste, on va dire l'islam progressiste, légaliste, qui ont pour support le malikisme, le soufisme et l'acharisme. Donc ça c'est un islam progressiste, j'en ai parlé par le passé, vers, à la fin des années 70, un islam conservateur, non légaliste, et qui est une avatar de l'islam conservateur légaliste saoudien. D'où l'amalgame entre salafisme et djihadisme. D'où l'amalgame entre wahhabisme et Daesh. Et d'ailleurs, il y a un phénomène qui est extrêmement intéressant à décortiquer. Lorsque Trump est venu en Arabie Saoudite en 2018, il a laissé entendre qu'il renonçait à l'utilisation de l'islamisme comme arme politique. Donc il renonçait à l'utilisation de l'islam conservateur, non légaliste, comme arme politique. Et ce discours, il a été repris un peu partout dans le monde. Il a été repris notamment par MBS. Et MBS, il a dit une chose qui est extrêmement intéressante et qui éventuellement a porté confusion ou a créé des amalgames. MBS nous dit qu'il veut revenir à l'islam ou traditionnel paléo-guerre d'Afghanistan, c'est-à-dire avant 1979. En gros, il veut nous dire qu'il veut revenir à l'islam d'avant son utilisation comme arme politique qui a été prônée, théorisée par Kissinger, qui a eu sa grande expérience en Amérique du Sud avec les contrastes. Il a voulu réitérer cette expérience en Afghanistan pour déstabiliser bien sûr la Russie. Et donc on a utilisé l'islam politique qui a été incarné nouvellement par l'essor on va dire, du pan-islamisme saoudien qui est né en réaction au pan-arabisme nassérien et du monde arabe. Et ce pan-islamisme, il avait pour socle l'islam conservateur loyaliste, légaliste saoudien, donc orthodoxe. Et eux, bien sûr, ils étaient en réaction à l'islam non légaliste, progressiste égyptien. Donc il y a ici cette double rivalité, la rivalité contre le panarabisme de Nasser et la rivalité avec l'islamisme égyptien. Et ça nous a donné un islamisme conservateur, anti-légaliste, et donc qui a été assimilé au salafisme et bien sûr au wahhabisme. Et donc ce qui était intéressant dans le discours de MBS, c'est qu'il dit qu'il veut revenir aux valeurs premières, c'est-à-dire de renoncer à l'utilisation de l'islamisme politique de l'islamisme comme arme politique, donc dans la continuité du discours de Trump, mais en même temps il fait une pierre deux coups. En fait, il invite à un retour au légalisme saoudien d'avant 70, mais c'est pas un idéalisme conservateur, voire ultra-conservateur, que prône MBS, et c'est la raison pour laquelle il fait une pierre de coups. MBS, lui, il prône exactement dans la continuité des mouvements légalistes, progressistes d'Égypte et d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il prône un légalisme progressiste, c'est-à-dire anticonservateur. Et donc, il renonce, en tout cas de manière officielle, à l'islamisme comme arme politique. Et ce qui est intéressant,
c'est que lorsque des intellectuels occidentaux s'insurgent contre l'ultra-conservatisme des Saoudiens en disant qu'ils ont un socle commun avec le djihadisme et que finalement ils ne sont pas très différents, si ce n'est que le djihadisme il fait en acte les idées qui sont en puissance chez les salafistes. C'est en réalité une posture de dominant. C'est-à-dire que le dominant, vis-à-vis du dominé, il s'insurge ou il se révulse contre son conservatisme. C'est-à-dire qu'en réalité, les intellectuels occidentaux, en fait c'est un mouvement général, on le retrouve aussi chez les politiques occidentaux, ils prônent un légalisme progressiste. Et le musulman lambda, ou le musulman, on va dire, islamisé ou politisé, il aborde cette posture comme une insulte et comme un acte néocolonialiste. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il y a une certaine jeunesse qui se radicalise. C'est face à cette volonté de créer un islam progressiste légaliste, qui est assimilé bien sûr à de la soumission et l'instrumentalisation de l'élite religieuse. Et d'ailleurs, on le voit dans la campagne de déradicalisation en France, qui ont peut-être emprunté la méthode à des pays musulmans, comme notamment en Arabie Saoudite, qui eux ont des séances de déradicalisation en allant visiter les prisons où sont incarcérés les prisonniers politiques, donc un mouvement d'obédience djihadiste. Et donc en France, la déradicalisation a consisté à désislamiser les individus. Et ce qui est bien sûr contre-productif, c'est-à-dire que ça va créer, enfin chez certains en tout cas, ça va créer une réaction inverse, ça va pousser au contraire à la radicalisation, dans le sens où c'est un réflexe, encore une fois, néoconstitutionnaliste, qui est assimilé à une agression de la part du dominant vis-à-vis du dominé. Enfin, il est intéressant de constater, d'ailleurs je l'ai expliqué ailleurs, qu'une certaine radicalisation du côté des musulmans, elle fut mue en réaction au tapage médiatique islamophobe qui est en vogue depuis le 11 septembre et qui a consisté à marginaliser l'islam d'un point de vue purement intellectuel, c'est-à-dire d'intellectualiser ses réflexes, ses instincts primaires xénophobes, de les rationaliser, de les intellectualiser en mettant cela sur le dos d'une religion qui elle serait rétrograde. Mais comme il est extrêmement difficile de distinguer entre l'islam et son support racial, qui est souvent d'origine maghrébine, les Maghrébins, aussi éloignés d'origine soient-ils, ils ont pris cela comme une insulte, comme une agression, ne serait-ce qu'une agression à leur culture, une agression culturelle. Et ça s'est manifesté, pas forcément chez les plus déséquilibrés d'entre eux, par une radicalisation comportementale, qui est un phénomène anthropologique qui est tout à fait naturel. Et malheureusement, ces expressions extrêmes sont le terrorisme. Donc on peut dire que les médias ont une grande part dans cette radicalisation qui bien sûr est incontrôlable. De la même façon que les médias ont une grande part dans certains faits divers qui sont perpétrés par des non-musulmans contre des musulmans. Et c'est justement à cause de ces campagnes islamophobes qui ont exacerbé les tensions, pas que, mais c'est l'un des facteurs en tout cas, et qui ont mené notamment aux attentats, si on peut appeler ça des attentats, entre guillemets, de Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, on a été surpris d'entendre, même si ce n'est pas une surprise, que l'auteur de l'attentat a été influencé par des voix françaises. On pourrait penser que c'est anodin, mais en réalité ce ne l'est pas. C'est exactement le résultat de cette campagne de diabolisation des musulmans qui a connu ses lettres de noblesse après 2001, qui a redoré son blason après 2001 et qui a été non seulement fructueux d'un point de vue purement pécuniaire malheureusement,
mais qui aussi a exacerbé les tensions entre les communautés et dont des parvenus comme Éric Zemmour en font le fonds de commerce. Voilà. Ainsi, cette campagne de stigmatisation de l'islam et de tous ses adeptes, perpétrée par Éric Zemmour, qui en apparence semble intellectuelle, ou pour le moins objective, au minimum, elle manque d'objectivité, étant donné que Zemmour lui-même, il est nourri par une idéologie, bien sûr qu'il garde caché, qu'il laisse transparaître sous l'habit du patriotisme, du nationalisme français. Et donc le discours de Zemmour est doublement biaisé. Premièrement, pour ce que nous venons d'évoquer, c'est que son discours n'est pas objectif, malgré ses airs intellectuels, étant donné que Zemmour, il est lui-même mu par des idées qui ont motivé sa stigmatisation de l'islam et des musulmans. Et deuxième chose, c'est que, hypocritement, ou non, Éric Zemmour, il s'attaque aux effets qui sont dus au tsunami de la mondialisation et qui est une recrudescence, ou en tout cas entre guillemets, une invasion de l'immigration, on va dire non européenne, en Europe, pour des raisons, on va dire peut-être pas prioritairement ni exclusivement économiques, mais c'est un grand facteur et dont l'un des effets de la mondialisation a consisté à faire voyager un nombre important d'étrangers vers les pays industrialisés. Et c'est donc au bénéfice des multinationales, aux dépens des nations européennes. Et d'ailleurs, ce phénomène a consisté à affaiblir les nations européennes. Et donc, des personnes comme Zemmour, qui rappelons n'est pas d'origine européenne, sous couvert de défendre les valeurs européennes, donc il cache derrière le patriotisme français, il s'attaque aux effets de l'affaiblissement de l'Europe, mais il ne s'attaque pas à ses causes, qui sont d'ailleurs bien plus dangereuses et bien plus pervers que ces effets apparents. Et d'ailleurs, ça nous fait rebondir sur les réactions du Front National, qui non seulement ne sont pas capables de lutter contre les causes qui sont l'origine de l'affaiblissement et éventuellement de l'effondrement de l'Europe, mais en plus, eux-mêmes, ils bénéficient des bienfaits de cette mondialisation. En cela, leur posture est hypocrite, c'est-à-dire qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent se débarrasser de cette immigration visible, on va dire nocive au regard éventuellement, voire intrusive et polluante, bien sûr de leur point de vue, mais tout en gardant les effets, les bienfaits de la mondialisation et qui leur permet de jouir d'un système d'un niveau de vie élevé. Donc, je pense que non que l'extrême droite ne soit pas ou n'ait pas des revendications légitimes, non que le conservatisme français soit condamnable en lui-même, mais un vrai discours patriote, il consisterait, même si je conçois que beaucoup de politiciens sont dans le pragmatisme, il consisterait à deux choses. Premièrement, à s'attaquer aux causes, mais là il s'exclurait du système, donc il perdrait ses cartes dans le jeu. Et deuxièmement, il prônerait un certain sacrifice, un certain retour à l'archaïsme, ce que personne ne veut. C'est-à-dire que dans un système vicié qu'est la démocratie, on ne peut pas promettre aux gens d'avoir un niveau de vie moins élevé. Donc non seulement le discours, on va pas dire xénophobe, mais anti-immigration, il est, on va dire, incohérent. Enfin, non seulement il est hypocrite, mais il est incohérent et contre-productif. Parce qu'on s'attaque à une facette du sujet en sachant que de la façon dont on l'aborde, on ne pourra jamais le résoudre, si ce n'est que d'exacerber
les tensions et d'arriver ou de parvenir à l'objectif voulu justement par ces multinationales et qui consiste à affaiblir les nations, quitte à passer par des guerres civiles. Et rappelons-le, tout à l'heure nous disions que Zemmour est mu par un projet, que finalement il n'est pas aussi anti-système qu'il le laisse paraître, mais qu'il est plutôt le porte-parole, le porte-drapeau de l'état profond occidental. Voilà. Il est intéressant enfin de constater que le mythe du grand remplacement s'est imposé comme une réalité anthropologique, paradoxalement, depuis les attentats de Nouvelle-Zélande, et qu'il y a quelques années, Jacques Attali, face à un constat embarrassant, et comme bien sûr ces grands stratèges sont dans le pragmatisme et l'adaptation, il rejoignait les idées de Soral sur le fait que le nationalisme devait reprendre les rênes de son destin et que d'ailleurs, dans les faits, il y a eu des contestations nationalistes qui ont freiné les velléités d'hégémonie des grandes puissances et des grands systèmes financiers. Et pour s'adapter, des stratèges et des théoriciens tels que Jacques Attali, ils se sont accommodés du nationalisme et ils ont, à défaut de les lancer, ils ont entretenu et éventuellement orienté les différents mouvements populistes européens.